Bonjour, ici Perrine Grua. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux pionniers de la transition écologique et solidaire. Pourquoi ce nom Canary Call ? Eh bien, dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaris sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Ainsi, ils permettent aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de ces pionnières et de ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Résolument optimiste, je crois en la puissance des individus qui osent essayer. Je suis convaincue que le déclic viendra de ces drôles d'oiseaux passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller. Apprendre en faisant aujourd'hui, plus que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Abdoulaye Mbaye, PDG de Neurotech, mobilise ses 90 collaborateurs au Sénégal en mettant la RSE au cœur de sa stratégie. Pour Abdoulaye, business et impact vont naturellement ensemble. Il est aussi convaincu du lien direct entre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Les projets de développement interne de la société sont portés par les collaborateurs afin de leur permettre de développer d'autres compétences managériales et de s'exprimer autrement que par leur métier. À travers cette conversation, vous allez découvrir comment Abdoulaye Mbaye passe de l'impact intuitif à l'engagement conscient pour structurer sa démarche et donc mieux embarquer ses collaborateurs. Bonjour Abdoulaye. Alors bonjour Perrine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour Canary Call. D'où me parles-tu ? Je te parle de Dakar et je suis assis dans mon bureau. Peux-tu me présenter rapidement ton activité ? Alors mon activité, Neurotech est une société à la base d'intégration de solutions, c'est-à-dire que nous récupérons l'ensemble des solutions des grands constructeurs Cisco, Microsoft, Oracle que nous intégrons chez les clients. Et depuis quelque temps, dans le cadre de notre plan stratégique Échelon 2020, nous sommes en train de migrer vers un opérateur de service. Donc un service, l'idée c'est de pouvoir aujourd'hui être tout ce qu'on fournit en termes de solutions d'intégration, transformer la partie on fait 80% de matériel, à peu près 25 à 20% de services. L'idée, c'est de switcher et de faire 75% de services et 25% de matériel. C'est un véritable enjeu, c'est un véritable challenge que j'essaye de mener avec mes équipes pour pouvoir transformer Neurotech en une société de services. Mais nous sommes dans l'IT, dans l'infrastructure IT, et nous fournissons des services informatiques, de sécurité, de mise en place de data centers, de mise en place de solutions cloud. Chez des clients comme des banques, comme des opérateurs télécoms et comme des multinationales comme Pfizer, Sanofi, nous sommes vraiment dans les grands comptes. Citibank, nous sommes vraiment Nestlé, c'est ça, ce sont ces types-là, ce type de clients que nous avons. Tu diriges donc une société dont tu es en train de faire pivoter le business model vers le service, qui est déjà une énorme transformation. Exact. Mais j'ai lu, j'ai entendu que tu avais vraiment très à cœur aussi de mener une autre transformation, c'est de vraiment pouvoir aligner business, activité économique et impact positif. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment tu réconcilies ces deux aspects, business et impact au quotidien ? Je pense que les deux vont naturellement ensemble. Chaque fois que j'en parle, on me dit, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, mais c'est tellement évident pour moi que c'est le contraire qui m'étonne. Pourquoi les autres n'arrivent pas à comprendre que ça va forcément ensemble?
que le business est fait par des humains, que notre interaction, nos parties prenantes, c'est ça qui constitue réellement notre business en réalité, et que si nous ne prenons pas soin de tout cet écosystème, en réalité, notre business n'a pas de sens. Il donne, pour moi, il donne énormément de sens à tout ce que je fais tous les jours, que ce soit sur mes collaborateurs, que ce soit les services que je rends à mes clients, que ce soit l'attention que je donne à mes fournisseurs, à mes partenaires sociaux. Pour moi, tout ça forme justement le business. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Je pense que un président américain a dit, une entreprise qui ne fait que gagner de l'argent est bien pauvre. Et je pense que quand on ne fait que gagner de l'argent, on est bien pauvre. Et donc, je suis tombé dedans, mais je pense que naturellement, j'avais euh, cette flamme aujourd'hui de l'impact. Je pense que je l'ai eu tout naturellement depuis tout mon cursus, sans vraiment m'en rendre compte. Au début, quand on a commencé à faire de la RSE, de la responsabilité sociétale, je pense qu'on faisait beaucoup de bénévolat, mais après, on a eu besoin de vraiment structurer ça. Et, euh, et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, que c'est un excellent moteur pour la relation que j'ai avec mes collaborateurs. Ça me permet de les challenger sur des projets qui ont du sens. Ça nous permet à tous de donner du sens à ce que nous faisons tous les jours au quotidien. Et ça me donne juste envie de venir travailler tous les jours. Hmm. Tu disais que tu l'avais toujours eu, cette flamme en toi. Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment particulier pour que tu passes à l'action, ou est-ce que ça a été progressif? Comment c'est venu? Le fait que justement tu construises, cette conviction personnelle, et puis deux, que tu la mettes en œuvre au quotidien dans ton travail. Je pense que euh, je pense que c'est très naturel. Chez moi, c'est très naturel. Et quand j'explique un peu à mon vis-à-vis que finalement, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, c'est pas quelque chose que j'ai recherché. En fait, c'est venu naturellement. Et c'est après que je découvre les concepts, en lisant bien sûr que je découvre les concepts, et je me rends compte que mais c'est ce que je fais en réalité tous les jours. Et donc c'est depuis 2012 que j'ai commencé un peu à structurer ça, à mettre un nom dessus, responsabilité sociétale, global compact, impact, à mettre des noms dessus. Mais en réalité, dans mes activités de tous les jours, étant étudiant déjà, étant professionnel, en réalité, je faisais énormément d'impact sans m'en rendre compte. Et Si je comprends bien, tu le faisais par intuition, par instinct, exact. et à un moment tu as conscientisé, et ça t'a permis. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, enfin comme conséquence? Le fait que tu le conscientises, ça a permis d'accélérer? Comment ça s'est... Ça a permis d'accélérer, ça a permis surtout de structurer, mais ça a surtout permis d'entraîner les gens. Parce que quand il n'y a pas de cadre, vous n'arrivez pas, ceux qui sont très structurés, vous n'arrivez pas à les entraîner. Mais quand vous arrivez à mettre un cadre en parlant de Global Compact, en parlant de ISO, en parlant d'une structuration claire qui peut rentrer dans la tête d'un individu, c'est beaucoup plus simple. Et donc, ça m'a permis de mettre un cadre parce que pour moi, c'est extrêmement important d'embarquer les collaborateurs. En réalité, quand j'ai commencé, c'était plus très, très orienté, centré collaborateur. J'ai créé un concept qui s'appelait le Human Cloud. Comment assurer le bien-être des collaborateurs dans le cadre du travail. On faisait des déjeuners entre nous, on se faisait des challenges entre nous, et c'était agréable, mais on était une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est presque une centaine de personnes. Donc, ce n'est plus la même chose. On a complètement changé d'échelle. On était une dizaine de personnes, on se voyait tous les jours. Et c'était même avant que le mot cloud existe. Donc, on avait créé en 2010 le Human Cloud à Neurotech. Et c'était un espace qui permettait de développer le bien-être des collaborateurs. Et par ricochet, les collaborateurs ont décidé eux-mêmes de faire des activités extra-professionnelles. Aménager des pouponnières, on a équipé des pouponnières, on a fait des choses assez intéressantes, donner du sang, on a commencé à faire beaucoup de choses comme ça. Et c'est en 2012, avec le Global Compact, qu'on a commencé à structurer progressivement en étant obligé de faire notre COP. Et je pense qu'aujourd'hui, si le modèle de Neurotech, notre vraie valeur, notre force, c'est cet engagement de nos collaborateurs envers cette entreprise. Quand on raconte l'histoire de Neurotech, ce qui se passe, ça crée de l'émotion. Ça crée de l'émotion chez les clients, mais ça crée de l'émotion chez le collaborateur. Mais je pense que c'est justement tout cet aspect autour du business. Comment on est arrivé à démystifier le business et à mettre au cœur de notre stratégie
la responsabilité sociétale, c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Vous êtes combien de collaborateurs? 70. 70. Et parmi toutes les démarches que tu as initiées, dans le sens de la transition écologique et solidaire, est-ce qu'il y a, une démarche, un projet dont tu es, particulièrement fier? Oui, il y en a un qu'on nous a, il y a un projet d'électrification rurale que nous avons effectué à Kaffrine, qui est à peu près à 280 km de là. Pourquoi j'en suis fier? Parce que c'est la multinationale Salesforce que vous devez connaître, dans le CRM, leader mondial du CRM, qui cherchait un partenaire pour faire des projets humanitaires. Ils en ont fait au Kenya, ils en ont fait au Brésil, en Chili, et ils cherchaient dans la zone quelqu'un pour pouvoir justement les accompagner dans ces projets, dans ce projet-là. Projet d'électrification rurale. Ils nous ont identifiés, ils nous ont proposé de les accompagner. Ils avaient leur modèle. Ils voulaient que ça se passe comme ça, qu'on aille faire du fundraising, la logistique et tout. On a disrupté le modèle, on a innové sur le modèle, on a décidé, par exemple, sur la partie financement, de leur dire de ne rien apporter. C'est nous qui nous occupons de tout. On les a récupérés de l'aéroport en bus, on les a hébergés, on leur a donné à manger. On a travaillé pendant 15 jours ensemble et ils ont rien dépensé. Et on a équipé 3 villages à Kaffrine. Depuis 60 ans, ces villages n'ont pas d'électricité. 60 ans. Mes équipes, nous-mêmes, avons équipé 3 villages de luminaires, de lampadaires externes, de lampadaires internes, mais surtout, ce dont je suis le plus fier, parce que c'est moi qui l'ai introduit dans le projet personnellement, c'est la recharge des téléphones portables. Pourquoi? Le taux de pénétration du mobile au Sénégal est de 110%, 120%. Ça veut dire que les gens ont 2 téléphones. Les téléphones, la 3G, la 4G existent partout. Les villages sont couverts, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, les chefs de village, les femmes, font 10 kilomètres à dos d'âne ou à pied pour aller dans une boutique, pour trouver d'électricité, pour charger leur téléphone. Mais à quoi leur sert leur téléphone? WhatsApp, l'immigré qui est en France, aux États-Unis, avec qui on peut parler en vidéo, avec qui on peut parler au téléphone, qu'on arrive maintenant à pouvoir joindre très rapidement. Mais n'oubliez pas, il y a une inclusion monétaire très forte, financière très forte avec le mobile money en Afrique. Donc ces gens frappent de l'argent sur leur téléphone. Donc si le téléphone est éteint, ils n'ont plus la possibilité de communiquer avec leur fils, avec leur correspondant qui est à l'étranger. Ils n'ont plus la possibilité de recevoir de l'argent. Rien que les lampadaires, avec les bornes, tout le village était capable, grâce à l'énergie solaire, de venir se brancher et de recharger son téléphone portable. Sans compter tout l'aspect folklorique qu'on a amené, les villageois étaient contents. Certaines images, je pense qu'on pourra vous en envoyer, sont comment dirais-je, avait vraiment chaud au cœur de descendre et que les gens dansent, chantent parce que la lumière va arriver ce soir et que les enfants vont pouvoir travailler, ne vont plus mettre une lampe de pétrole ou vont pouvoir travailler le soir derrière, sous le lampadaire, que la criminalité va disparaître dans le village parce qu'on ne peut plus agresser les gens parce qu'il y a de la lumière. C'est pas super. On l'a refait cette année en 2020, une phase 2 qui s'est très très bien passée. Et chez Salesforce, on a pris le premier prix en France du meilleur projet Light Force qui a été fait dans tous les pays. Alors tu innoves en termes de technologie, en termes de business model, dans la manière d'engager tes salariés, dans la manière de faire des partenariats humanitaires. Qu'est-ce qui fait que tu sais faire ça, que tu es la bonne personne pour faire ça? Oh, Comment tu expliques tes réussites? Vaste question, mais je pense que le leadership se développe très tôt. On s'en rend pas compte. On a la chance au Sénégal, quand on est jeune, de fréquenter beaucoup d'autres jeunes et de jouer ensemble dans la rue ou chez les amis et tout. Donc ce contact humain, moi je l'ai fortement vécu. Mes parents me tapaient pour que je sorte pas et j'adorais sortir, aller voir les amis, aller jouer au foot, aller faire énormément de choses et j'étais le plus turbulent de la maison
Mais j'étais toujours dehors en train de découvrir des trucs, de nouvelles choses. J'arrivais pas à rester en place. Et il paraît que quand j'avais 3 ans, ma grand-mère me, me, on me mettait une corde autour du pied pour que je ne m'échappe pas. Que je m'échappe pas. Après, quand on grandit, on organise des petites soirées entre copains. Et vous savez, celui qui prend les cotisations, qui achète, qui coordonne, en réalité, il développe du leadership. Mm. Quand on joue au foot, celui qui amène le ballon, celui qui a les maillots, celui qui organise les équipes, en réalité, il a du leadership. On a peut-être 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans et on s'en rend pas compte. Et euh, c'est dans mes études supérieures. J'ai fait mes études supérieures à Tunis, donc dans un environnement difficile, euh, où j'ai réussi à mettre en place une association qui s'appelait Junior Telecom, qui n'a jamais existé. Déjà les télécoms. Oui, qui n'a jamais existé, à créer un journal de l'école qui a publié pendant plusieurs années, à aller chercher de l'argent pour organiser un salon avec Alcatel, IBM, les grands groupes, ce qui n'a jamais existé, et à organiser un tournoi de ping-pong où toutes les écoles sont venues, d'ingénieurs sont venus jouer un tournoi de ping-pong à l'école, à organiser un tournoi de basket. En réalité, c'est là où je me suis révélé, mais je m'en rendais pas encore compte, en plus. J'avais encore des doutes, mais quand j'y pense, je me dis, mais en réalité, j'ai fait des choses que un étudiant normal ne fait pas. Il n'y pense pas. Cette propension à la vie associative, à la vie de terrain, à créer des choses, à rassembler des gens autour d'un projet commun, à discuter et à sortir des solutions, c'était déjà là. Et Mm. c'est après dans mes fonctions de management que ça s'est accéléré, que je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes assez particulières. Donc toujours cette histoire de, au départ c'est intuitif, instinctif, tac ça devient conscient et là tu peux appuyer sur la pédale Exactement. d'accélération. Alors, Et maintenant, comment est-ce que tu t'y prends pour continuer justement à appuyer sur cette pédale d'accélération? Comment tu continues à apprendre, à te développer? alors, je me rends compte de plus en plus, des années après, peut-être que c'est pas fait pas longtemps, que j'avais une capacité d'innovation qui était assez, je dirais pas exceptionnelle, on peut pas se truc, mais j'arrivais à structurer des choses complexes très vite, très très vite. Et chaque fois que je suis en brainstorming avec mes équipes, jusqu'à présent, je suis étonné de la capacité rapide, je dis bien rapide parce que c'est des choses qui doivent prendre du temps, que j'ai à identifier le fil conducteur qui mène d'un point A à un point B. J'essaye de partager ça fortement avec mes collaborateurs parce que le meilleur relais que je puisse avoir, ce sont mes collaborateurs. Déjà, moi, dans mon ambition, et ça c'est extrêmement important, j'ai envie que mon entreprise appartienne demain à mes collaborateurs. Pour moi, c'est extrêmement important. Je ne peux pas travailler avec des gens pendant 15 ans et être une boîte de service, vouloir continuer à être une boîte de service sans que le capital appartienne aux collaborateurs plus tard. Pour moi, c'est extrêmement important. Si je veux sortir mon fonds d'investissement aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir faire cette transition-là. Mais ça, c'est une parenthèse. Et donc, euh, je travaille beaucoup sur l'intelligence collective parce que je me rends compte que j'ai développé des qualités assez particulières et que je dois préparer la relève et que je dois énormément former en interne. Et ça passe pour moi par des projets professionnels, techniques, par des projets commerciaux comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui sur la stratégie commerciale, la stratégie marketing, mais ça passe aussi par des projets qui donnent du sens. Il faut que le collaborateur puisse se retrouver dans ce qu'il est en train de faire. Et dedans, on peut faire du design thinking, on peut faire de l'intelligence collective. Et donc, pour moi, ça me permet de créer un modèle de collaborateur ancré dans les valeurs de la structure, avec qui je partage des valeurs, et nous menons ensemble un projet qui lui tient à cœur, et nous le faisons aboutir en lui donnant du budget pour le faire aboutir. Donc, j'essaye et dans tout ce que je fais énormément d'intelligence collective. Beaucoup. Pour impacter directement
Et lors de ces séances, je forme énormément. Et donc, c'est ça qui me permet de m'assurer que le fil n'est pas rompu, que les gens sont encore ancrés dans ces aspects-là. Mmh. Et tu parles de design thinking, d'intelligence, collective. Comment est-ce que tu as découvert ces méthodes? Comment est-ce que tu t'y formes? Comment Alors, tu dans le passé, dans le futur? alors, Perrine, tu vas rigoler, en faisant ces méthodes, je les connaissais pas. J'ai beaucoup de chance, je fais énormément de choses, je ne sais pas ce que ça signifie, et c'est après que que je lis un bouquin que je me rends compte que c'était ça que j'étais en train de faire. Mmh. J'ai fait des balance scorecards sans savoir que je faisais des balance scorecards. J'ai fait du design thinking sans savoir que je faisais du design thinking. C'est en lisant après que je me rends compte, mais c'est exactement ce qu'on fait. Et ça me rassure quelque part. Et c'est après que je mets Mmh. un nom ou un concept à ce qu'on est en train de faire. Après, il faut bien sûr j'arrive à améliorer parce qu'il manque peut-être quelque chose que je n'avais pas peut-être pris en compte. Donc, j'arrive à améliorer et aller très vite. Et pour le transmettre peut-être aussi? C'est-à-dire que tu parles beaucoup de transmission et de formation. Exactement. Encore une fois, de passer de l'intuition à la C'est formalisation, ça. C'est ça. ça permet de transmettre. Ça permet de OK. transmettre. Mais ça, c'est ma passion. Former, transmettre, c'est ma passion. Et du coup, c'est quoi le prochain sujet, sur lequel, que tu as pas encore, formalisé et que tu aimerais formaliser et transmettre? Ouh, je suis en train de travailler sur un projet d'efficacité opérationnelle. Et je disais tout à l'heure que, en réalité, euh, je travaille sur un sujet d'efficacité opérationnelle et je regardais un peu le lean management, je regardais un peu tout ce qui est Lean Six Sigma, et je regardais un peu tout ce qui est certification euh, 22301 sur la continuité d'activité, surtout en période de crise. Mmh. Et je me suis rendu compte que en se certifiant ISO 22301, on traitait en même temps 6 objectifs, 6 principes du développement durable. Mmh. Et donc, je suis en train de faire le lien entre les 17 principes du développement durable et les normes ISO. Ça, c'est un premier sujet. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que tout part de la stratégie. Si dans la stratégie, toute la partie impact n'est pas intégrée, si dans la stratégie, toute la partie qualité n'est pas intégrée, efficace n'est pas intégrée, ça marche pas. Et donc, inévitablement, le dénominateur commun qui est la vision, qui est la mission, la stratégie, inévitablement, il peut pas manquer d'avoir des rapprochements, en tout cas des liens entre l'impact et ce qu'on est en train de faire. C'est pas possible. Et donc, je suis en train de découvrir aujourd'hui les différents liens qui existent entre les 17 principes des objectifs de développement durable et tout ce qu'on fait dans l'entreprise en réalité en termes de certification ISO, comment c'est traité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en terminant 6 ans de projet qualité avec des audits, amélioration continue, euh, action corrective, et ainsi de suite, j'ai fait le constat il y a à peu près un an que l'audit s'occupe beaucoup du passé. Audit, dès qu'on dit audit, c'est quelque chose qui est passé, c'est a posteriori. Dès qu'on dit action corrective, c'est parce on a fait une action qui n'est pas bonne et il faut la corriger. Et entre le moment où on identifie ce qui ne marche pas et au moment où on doit le corriger, il se passe énormément de temps où en fait on n'a rien fait. Et là, je me suis rendu compte que la qualité elle-même avait ses limites et que on passe notre temps à regarder le passé pour préparer l'avenir. Mais le temps qu'on passe à préparer le passé, à analyser le passé pour préparer l'avenir, il s'est passé trop de choses. Et Mmh. c'est pas possible. Et je disais à mes collaborateurs, il faut qu'on soit dans l'efficacité opérationnelle, il faut qu'on soit dans la tâche, il faut qu'on impacte les gens dans le quotidien. Et j'ai créé, et chaque fois que j'ai un projet comme ça, il me faut un nom. Mais il faut pour pouvoir embarquer l'ensemble des collaborateurs, sinon ils sont pas embarqués. Il me faut faire des t-shirts pour que les gens comprennent. Il me faut faire un lancement officiel du projet avec l'ensemble des équipes. Tu verras un peu dans nos réseaux sociaux, Facebook, Mmh. LinkedIn, comment on travaille. Et donc, je voyageais, j'allais à New York et j'ai dit, il faut qu'on lance le projet efficacité opérationnelle,
mais j'ai pas encore de slogan, j'ai pas encore de nom. Les gens ne vont pas comprendre. Et j'ai eu l'idée du projet ABCD. A pour dire avoid, quelque chose que je dois éviter. B pour dire break, quelque chose que je dois arrêter immédiatement. C pour dire cancel, quelque chose que je dois arrêter progressivement de faire. Et D pour dire do, quelque chose que je dois faire. Et donc, mon prochain projet, au-delà de mes recherches personnelles sur ISO et le Global Compact, c'est de mener ce projet ABCD qui coïncide justement à, à la fin de mon plan échelon 2020. La deuxième chose, j'ai engagé l'ensemble des collaborateurs. Tous les collaborateurs sont inscrits sur une dizaine de projets, je pense, en interne. On a créé, là, on travaille maintenant en mode projet. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser justement des collaborateurs ambassadeurs dans les projets RSE pour aider à faire avancer plus rapidement le projet d'efficacité opérationnelle. Donc, pour moi, c'est extrêmement important d'arriver à lancer mes projets RSE, lancer mes projets efficacité opérationnelle et à utiliser un peu de ça pour faire ça et de ça pour faire ça. Comment faire le subtil mélange pour que le collaborateur soit dans un environnement propice. Non seulement il fait ce qu'il aime, mais il contribue en même temps à la mise en place de la stratégie de l'entreprise. Donc, je suis encore dans les liens entre responsabilité sociétale, impact, mais aussi business. Donc, Finalement, tu utilises aussi la RSE est un moyen d'accélérer dans la douceur? la RSE est un moyen d'accélérer en douceur. La RSE est un moyen d'impacter ses RH. La RSE est un levier RH très, très fort. Moi, j'utilise énormément un levier RH. Ça permet de remotiver les équipes, ça permet d'intéresser quelqu'un sur un sujet, ça permet de créer du lien, ça permet de se rapprocher d'une personne. Travailler avec une personne sur un projet qui passionne en tant que leader, en tant que manager, travailler avec la personne directement, ça a du sens. Moi, ça a beaucoup de sens pour moi. Tu es moteur tous les jours, tu inventes, tu innoves. Qu'est-ce qui te coûte de l'énergie? Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie? Quand je dois me répéter. Parce que quand je dois me répéter, je me répète avec pédagogie et je fais beaucoup d'efforts. Ça me coûte beaucoup d'énergie. Et comment tu te ressources quand on a dépensé trop, quand tu t'es trop répété? Je suis quelqu'un de très, je dirais pas casanier, j'ai des amis, mais je fréquente pas beaucoup d'amis, donc je passe du temps au bureau, je rentre chez moi, mais j'ai mes moments de repos. J'ai un moment très particulier qu'il faut pas que je rate. C'est le dimanche entre 16h et 17h. Il faut que je dorme. C'est le sommeil. Ça n'a rien à voir avec mon sommeil de tous les jours, la nuit. Je veux dire, si je ne dors pas le dimanche à cette heure précise, je perds ma semaine. C'est mon moment où je ne dors pas profondément, mais j'ai l'impression que c'est un moment où on me fait des piqûres d'énergie pour toute la semaine. Ça dure 1 heure. C'est ta méditation à toi. C'est ma méditation à toi. En général, je n'arrive pas à la faire ailleurs. Je ne peux la faire que chez ma mère. Je ne peux le faire que coucher dans le canapé. Je ne peux pas le faire dans une chambre. Je suis inconfortable. Les enfants crient dehors. Mais c'est tout ça qui fait que justement, que ça marche. S'il manque un élément, les enfants que j'entends pas dehors, les bruits que j'entends, la porte qui s'ouvre, parce que je dois me réveiller, me rendormir, me réveiller, me rendormir. J'ai l'impression que ça marche comme ça. Et c'est ça qui me ressource. Et quand je me réveille, je suis renquéquené pour 1 semaine. Et pourtant, ça dure que 45 minutes à 1 heure de temps. Avec tous les bruits, avec tout l'inconfort qu'il faut. Mais c'est extrêmement important. Je dois pas le rater. Et là maintenant, voilà, tu as plein d'envies, d'ambitions, on sent des envies de déployer aussi. Tu aurais besoin de quoi pour accélérer? De l'argent. Encore plus. De l'argent.
Alors, de l'argent, oui ou non? Oui, parce que ça me permet d'accélérer la sortie de mon fonds d'investissement. Il faut que je sorte mon fonds d'investissement. J'ai pas de l'argent. En fait, j'ai de grosses propositions de multinationales très grosses. C'est paradoxal parce que c'est le rêve de tout entrepreneur de développer sa boîte, de l'amener à un niveau de chiffre d'affaires, à un niveau de développement et de la vendre, surtout dans le domaine du numérique. Donc, j'ai de grosses propositions. Certaines boîtes font 220 000 personnes. Je peux pas te citer les noms, mais c'est des boîtes, en Hmm. une et quatrième, une des plus grosses boîtes françaises, quatrième boîte française du CAC 40. C'est des mastodontes, c'est des boîtes qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai des propositions sur la table. Je les ai refusées. Je les ai refusées ou je les ai suspendues parce qu'aucune des propositions n'intègre deux choses, n'intègre trois choses. La première chose, c'est mes collaborateurs. Je ne les entends pas intégrer dans leur plan mes collaborateurs. J'entends pas ça. Les équipes, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les associe? Comment on les motive? Comment on les développe? Comment on leur donne des postes de responsabilité? J'entends pas. La deuxième chose, c'est le nom. Ils ont tous vocation à changer progressivement le nom. Et je trouve dommage d'avoir créé une entreprise de cette taille en Afrique Hmm. qui est concurrente des plus grosses boîtes comme CFAO, Orange, Atos et qui arrive à leur damer le pion et qu'un jour ça disparaisse. Le troisième élément, c'est ma collaboratrice principale, Mariam, que j'ai associée. Il faut que sa place, il faut qu'elle puisse prendre les rênes. À un moment, il faut qu'elle puisse développer, continuer à développer sur un poste hautement stratégique. Et j'entends pas encore ça. Malgré tout l'argent qu'on me propose, ça ne m'intéresse pas encore. Donc, je préfère retrouver mon autonomie, donner du capital à qui je veux donner, et après aller faire ce plan de développement stratégique avec un partenaire externe. Est-ce qu'il y a un sujet, un point particulier sur lequel tu aimerais porter la voix, passer un message au plus grand nombre? Oui, est-ce que je peux me contenter de ce qui se passe dans nos pays en Afrique ou est-ce que je dois parler le plus globalement du monde? Non, c'est quelque chose justement qui te tient à cœur, à toi en particulier? Et que tu aimerais que ça se sache, ça peut être un cri d'alerte, une ambition, une envie, un message. Moi, je pense que euh, plusieurs messages. Euh, nos, nos autorités dans nos pays ne sont pas suffisamment conscientes du potentiel euh, de la jeunesse de l'Afrique, mais aussi du potentiel que cette jeunesse de l'Afrique porte. Euh, je pense que de la même manière qu'on a créé des champions nationaux dans tous les pays, quand on veut créer un champion national, l'État doit y mettre un peu du sien. Non, la deuxième chose, je pense que il est extrêmement important d'adresser de plus en plus au niveau de l'administration les principes du Global Compact. Et les principes du Global Compact, peut-être pas tous, mais il y en a certains qu'on peut commencer à regarder. Parce que moi, je suis convaincu que dans moins de 10 ans, euh, toute organisation, toute administration ou toute société qui n'a pas intégré ces principes dans sa façon de faire, dans ses relations avec ses parties prenantes, soit va disparaître, soit en tout cas ne va pas continuer à faire des affaires. Rien que par exemple, je vous donne un exemple. Savez-vous que des jeunes de Harvard, de Princeton, de Stanford, de MIT écrivent aux entreprises, aux multinationales en leur disant, nous, étudiants de Stanford ou étudiants de Harvard, avons décidé qu'aucune personne de notre université ne viendra chez vous tant que vous n'avez pas réglé tel niveau, votre émission de carbone, ou que vous n'avez pas réglé tel niveau au niveau du genre, des choses comme ça. Et donc, je pense que les jeunes qui vont arriver inévitablement vont arriver avec une, euh, une autre façon de faire. La motivation ne sera pas seulement financière. Et ça se prépare. Ça se prépare maintenant et je trouve que nos administrations nos enseignements
sont complètement en décalage avec la préparation de ce nouveau type d'individu qui va inévitablement se retrouver dans la vie active. Comment je dis tout ça en un seul mot? Je ne sais pas. C'est très compliqué. Non, pas en un seul mot, mais en une phrase, parce que comme on a été coupé, pour recoller les morceaux. Il faut que je vais rester sur l'Afrique malheureusement, mais je pense que on a la chance de reconstruire, de faire partie d'un nouveau monde. On est vraiment à l'orée d'un nouveau monde, et je pense que c'est le moment de revenir à l'essentiel. Moi, je suis un passionné de recherche. Je suis convaincu que c'est la recherche tout ce qu'on construit dans le temps donne des résultats très forts. J'en reste là, c'est peut-être plus simple. Tout ce qu'on construit dans le temps donne des résultats très forts. La connexion entre Dakar et Paris s'est interrompue sur cette inspirante conclusion. Merci Abdoulaye d'assumer avec tant de cœur à l'ouvrage tes convictions. Elles nous engagent. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaris et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.